Eh bien, bienvenue, on se retrouve tout de suite là en plénière. On va attaquer un certain nombre de plénières et on va commencer tout de suite par la plénière qui concerne la qualité de service. On aura ensuite un autre moment pour tout ce qui concerne les parcours résidentiels. Alors, fonctionnement des équipements, traitement des réclamations, demande de mutation, donc les parcours résidentiels, les relations de proximité aussi. On va parler de tout ça, comment on peut arriver à satisfaire les demandes des locataires HLM dans le domaine justement de la qualité de service et des parcours résidentiels. Donc on va voir ça. Et on attaque tout de suite avec la première table ronde sur la qualité de service spécifiquement. Avec vous, que je vais vous présenter tout de suite, nous sommes avec Pierre-François Goufest, qui est président du directoire de résidence Le Logement des Fonctionnaires, le RLF, président de la commission qualité de service de l'Union sociale pour l'habitat. Bonjour et bienvenue. Gaëlle Routier, vous êtes présidente de Terre d'Armor Habitat, vice-présidente du conseil départemental des Côtes d'Armor. Et puis nous sommes avec Gilles Leproust, maire d'Allonne. Bienvenue, président de Ville et Banlieue aussi. On verra aussi avec votre casquette de président d'une association d'élus. Et enfin, Élodie Fumé, vous êtes secrétaire confédérale Habitat et Urbanisme de la Confédération sociale des familles. Vous allez syndicat, pardon, j'ai mis syndicat des familles. Donc, c'est donc l'aspect, le retour un peu des locataires. Vous allez nous donner cet aspect-là. Et nous sommes donc, je vous l'avais promis ce matin, avec notre facilitatrice graphique, Fanny Didou, qui est là, que vous voyez en gros plan, et qui va petit à petit croquer nos échanges, nous dire ce qu'elle en retient, et on verra au fur et à mesure ce que ça construit. On commentera sûrement entre nous. Mais avant de commencer à parler de qualité de service, j'ai envie de vous proposer un reportage sur une initiative, un atelier de réparation de vélos. Enfin, vous allez voir, au pied des immeubles. On regarde ça tout de suite, et puis après, on en parle. On est aujourd'hui là en plein QPV dans le quartier de La Plaine, à la rue Courteline, pour la deuxième édition de notre opération Aller vers et Once and Done. L'objectif, c'est d'aller vers les gens, d'aller vers nos clients, d'aller à leur rencontre pour prendre leurs réclamations en direct, pour gérer leurs sollicitations. Et on adosse toujours cette opération Aller vers et Once and Done à une opération de développement social. Donc aujourd'hui, c'est une opération de réparation de vélo avec notre partenaire Véloyo. C'est un atelier de répar-action. Et on vient une inacité dans les quartiers pour réparer pour les enfants. Et si c'est trop compliqué, ils viennent à l'atelier avec un grand. Le but du jeu, c'est que les enfants arrivent à se débrouiller par eux-mêmes, à réparer leur vélo. Ça se passe toujours super bien. L'opération de développement social, elle a pour vocation, bien sûr, de créer du lien, de créer du tissu social, donner un petit peu de bonheur aussi, parce que les enfants, quand ils repartent avec un vélo qui fonctionne, ils sont heureux, ils ont la banane, ils ont le sourire, et nous aussi, en fait. C'est une occasion pour nous de mobiliser l'ensemble de l'équipe de l'agence. On ferme l'agence, on délocalise l'agence sur le site, donc on traite les réclamations, on donne les réponses en direct. Ces opérations-là, elles sont à destination de nos clients, bien sûr, mais en vérité, elles sont aussi à notre destination, parce qu'elles ont aussi vocation à créer de la cohésion d'équipe, à créer une émulation au sein de l'agence, à créer un engouement. On est sur les deux volets de notre stratégie, l'expérience client, on fait vivre à nos clients une expérience différente, et l'expérience collaborateur, on fait vivre à nos collaborateurs d'agence aussi une expérience différente. Ça permet une proximité, un échange qui est plus simple, qui est plus dans la réalité. Et moi j'adore. Sortir de son bureau, s'aérer et profiter de tous ces locataires, de toutes ces personnes qui sont dans notre attente et se sentir utile. On a tous les services de l'agence qui sont représentés. Donc on a le logement, l'action sociale, les chargés de secteur relations clients. Plus on va vers les locataires, plus on est proche d'eux, meilleure est la relation. En fait, c'est des actions de développement social qu'on fait de manière répétée. Les locataires, les jeunes sont au rendez-vous. Alors c'est intéressant comme initiative, vous pouvez applaudir si vous le souhaitez, c'est un reportage très vivant et très intéressant sur les relations de proximité. Juste un petit détail, j'ai reçu la tablette, vous pouvez poser vos questions au numéro de téléphone qui va s'afficher et puis vous avez sinon un QR code, hop, vous flashez le QR code et vous posez vos questions, on y répondra aussi au fil de nos échanges. Alors une petite réaction peut-être Pierre-François sur ce qu'on vient de voir. Ça traduit bien ce que ça doit être la qualité de service. Il faut tout le temps innover, il faut trouver un peu des idées nouvelles dans ce domaine. C'est branché, vous inquiétez pas. C'est branché? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Ce que ça me fait penser, le petit reportage que vous avez présenté, c'est N'hésitez pas à mettre le micro. le caractère local et qui doit s'adapter aux circonstances de la problématique de la qualité de service.
Donc apparemment, c'est la solution qui est retenue dans le contexte particulier de cet échange. Juste pour compléter, en fait, je partirais de donc, ce congrès porte sur la qualité. Le sujet de la qualité de service a été, je vais dire, lancé au sein du mouvement du logement social depuis une vingtaine d'années. Il y avait un congrès il y a une vingtaine d'années qui avait traité le sujet. Et qu'est-ce que c'est que la qualité? C'est le fait qu'un service, un produit, une organisation répondent aux attentes qu'on attend de lui. Donc c'est ça qui est important. Et bien sûr, il faut décliner cette définition générale, que j'ai repris du modèle ISO, au sujet de la qualité de service. Le deuxième point que je voulais dire, c'est que c'est dans le mouvement du HLM un point de très fort consensus. Il n'y a pas de tout le monde, enfin, je connais, tout le monde est vraiment d'accord sur cette nécessité. C'est un point essentiel de la légitimité des organismes. Il n'y a pas de différence entre les offices et les ESH, comment dire, sur la problématique. Et via la commission, comment dire, qualité de service de l'USH, où on a des expériences, des retours des différentes entités. Moi, en tant que représentant d'une ESH, j'ai pu constater l'importance que ce sujet avait pour les offices. Et justement, vous présidez cette commission qualité de service de l'Union sociale pour l'habitat. Est-ce que vous avez... Quels sont les constats que vous faites des bailleurs? Et puis, est-ce qu'il y a des évolutions sur les attentes des locataires en matière de qualité de service? Et est-ce qu'il y a des évolutions au fil du temps? Absolument. De toute façon, donc après, donc ce qui se passe au niveau du mouvement, comme il se passe la même chose au niveau des associations régionales, il y a des enquêtes de satisfaction régulières qui sont menées. Et donc, il y en a une qui a été menée au niveau de l'Union via un partenaire qui s'appelle Verian au cours du printemps 2025, d'où il ressort un niveau élevé de satisfaction, aussi bien sur le logement, le quartier, l'environnement. On a d'autres satisfactions qui relèvent qui représentent 3/4 des personnes interrogées. Donc, c'est quelque chose d'assez positif. En revanche, ce qu'on constate, et c'est un constat qu'il faut admettre, sur lequel il faut travailler, on constate une certaine érosion de ce niveau de qualité, qu'on retrouve d'ailleurs aussi bien pour les locataires du parc locatif privé, mais qui est un point de vigilance qui, quels que soient les efforts des organismes, il faut continuer, puis il faut accepter ce constat, adapter les plans d'action pour que cela soit traité. Et sur la nature des attentes, est-ce qu'il y a des évolutions? Alors, déjà, si on regarde, il y a les locataires du parc social qui souhaitent rester dans leur logement, sur lesquels il y a un taux de satisfaction élevé. Il y a deux populations pour lesquelles il y a des attentes plus fortes. C'est d'une part les locataires plutôt jeunes, dans le panel, notamment les gens qui ont entre 35 et 49 ans, qui démontrent un niveau de satisfaction un peu plus faible. Et puis, il y a, ce qui n'est pas totalement illogique, un certain décrochage de la satisfaction pour les locataires du parc social qui souhaitent changer de logement, qui sont en demande de mutation. Et sur les thématiques, sur les points d'attention, vous avez les sujets de coûts qui ont quand même beaucoup augmenté, parce que c'est une enquête qui est faite périodiquement, et compte tenu effectivement du marasme économique français, les sujets de pouvoir d'achat sont importants. Coût du loyer, mais également coût de l'énergie. Vous avez aussi le sujet qui est un irritant assez classique sur lequel tout le monde travaille, c'est l'information du locataire ou le suivi des demandes techniques, qui est un point de crispation. Vous avez aussi un point important, c'est tout ce qui est ordre public, sécurité, tranquillité, sur lequel les bailleurs et les opérateurs ont une part de responsabilité, mais qui n'est pas exclusive, qui dépend de leur environnement. Et puis après, il y a des sujets, plus classiques, un peu sur les fondamentaux, gestion locative ou qualité de service, sur la propreté des parties communes, un peu qui correspond aux missions de base et sur lequel, effectivement, les bailleurs ont une responsabilité totale. Voilà. En tout cas, moi, mon point important, c'est quels que soient les résultats, c'est un thermomètre qu'il faut absolument
comment dire, suivre. Et d'ailleurs, globalement, les bailleurs sont unanimement, je veux dire, sensibilisés et font des plans d'action pour que ça se passe le mieux possible vis-à-vis de leurs parties prenantes clés, qui sont d'une part les locataires et leurs associations, mais également les communes, enfin, qui sont, et les élus qui sont très sensibles à cette problématique. Bah, Gaël Routier, justement, comment ça se passe chez vous pour prendre la température, puisqu'on reste dans le thermomètre et la température? Comment on fait pour prendre la température, justement, des attentes des locataires et comment on y répond? Alors nous, on agit, on va dire, de 3 manières différentes. Alors il y a effectivement l'étude de satisfaction qui se fait normalement de façon triennale. On a décidé de la mettre en place de façon annuelle. Ça permet à la fois de prendre la température, effectivement, et puis de voir le taux de satisfaction de nos locataires, et aussi de pouvoir montrer à nos équipes que le travail qu'ils ont mis en place paye, ou alors qu'il n'est pas suffisant et qu'on doit retravailler sur le sujet. En tout cas, c'est un moyen d'avoir une bonne image des ressentis de nos locataires. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on a décidé avec nos administrateurs, puisque comme Terre d'Armor Habitat est un OPH, on a des administrateurs. Donc on a proposé à nos administrateurs et aux directeurs de service de faire la visite du patrimoine, de manière à ce qu'ils se rendent compte des problématiques qu'il pouvait y avoir dans notre patrimoine et les points sur lesquels il allait falloir travailler. Alors ça a eu, je dirais, à la fois deux avantages, deux résultats. C'est que les administrateurs, effectivement, se sont rendus compte de ce qui pouvait être fait ou ce qui avait besoin d'être fait. Une petite marge. Ben voilà. Mais on a aussi été au contact direct des locataires. Et ça, c'était vraiment riche parce qu'en fait, on avait le retour directement du terrain, j'ai envie de dire, et puis c'est avant tout pour la proximité et pour nos locataires qu'on agit, que ce soit les collaborateurs, que je salue d'ailleurs pour ceux qui sont dans la salle, et pour nos locataires, parce qu'avant tout, on est là pour eux. Et la troisième façon qu'on a eu en fait de pouvoir travailler pour avoir une image du terrain, c'était aussi de travailler avec nos représentants de locataires, et parce qu'en fait, alors il y a presque 4 ans, on a fusionné. Et suite à cette fusion, on avait du patrimoine qui n'était pas dans le même état d'un côté que de l'autre. Et il y avait une grosse problématique, entre autres, sur les chaudières. Et des collectifs se sont menés. Donc, pour qu'on puisse pouvoir agir sur les problématiques, on a demandé aux associations de locataires de nous accompagner et on est allé au contact de ces collectifs. Parce qu'il n'y a qu'en échangeant, en fait, qu'on pouvait connaître réellement les problématiques. Où là, certaines fois, des personnes criaient au loup, là où il y avait des problématiques vraiment mineures, mais au contraire, et malheureusement, j'ai envie de dire, des endroits où les locataires avaient une grosse problématique, un vrai sujet, mais en fait, ils ne l'évoquaient pas. Donc, on a demandé à nos locataires, en fait, à nos représentants de locataires, de pouvoir agir ensemble de manière à ce qu'ils soient à la fois plus reconnus, parce que certains locataires n'avaient pas la connaissance des représentants des locataires. Et puis, on a proposé, en fait, d'avoir des référents dans les quartiers, de manière à avoir des retours, en tout cas, de manière, voilà, pour tout le monde. Élodie Fumé, donc de la Confédération syndicale des familles. Est-ce que c'est suffisant, ce genre de méthode, d'aller prendre le pouls un petit peu des locataires, quitte à les rencontrer ou rencontrer des collectifs? Et puis, qu'est-ce qu'ils attendent particulièrement, les locataires? Quelles sont leurs priorités, en gros, en ce moment? Alors, c'est toujours intéressant de prendre le pouls. C'est vrai que nous, par rapport aux référents, on préfère des gens qui sont formés par nos associations pour qu'ils puissent aussi savoir quels sont leurs droits, quels sont les bons interlocuteurs, etc. Mais c'est toujours intéressant et important de prendre le pouls. Nous, par rapport aux attentes des locataires, donc l'attente, c'est d'avoir de la qualité tout au long du contrat. Donc déjà, dès que le logement est délivré, le constat qu'on fait, c'est parfois qu'on délivre des logements qui sont déjà en mauvais état et les travaux de base ne sont pas réalisés. On va juste faire un peu au niveau des sanitaires et tout le reste, faute de moyens, faute de budget, il n'y aura pas de travaux. Donc déjà, le constat est un peu édifiant au départ. Donc c'est compliqué. Ensuite, il y a la question des réclamations. Il y a de plus en plus de plateformes informatiques où on va parler avec un chatbot, on ne va pas savoir à qui on s'adresse. Parfois, le problème peut être un peu complexe. On n'a pas le bon interlocuteur. Les délais peuvent être très longs. Donc ça aussi, c'est une attente au niveau des réclamations. Il y a aussi des logements de piètre qualité dès le départ, notamment les logements neufs qui sont achetés en VFA,
qui présentent beaucoup de malfaçons. Et donc, on peut aussi percevoir que le bailleur va porter la responsabilité sur le promoteur, enfin, parfois sur le syndic. Chacun se renvoie la balle. Le locataire ne sait pas trop où il en est. Et ça, c'est une problématique aussi d'économie d'échelle. On achète du logement, malheureusement, qui n'a pas la qualité requise. Et ça pose problème tout au long du contrat. L'autre problématique qui est extrêmement importante, c'est la question des charges. Je pense que j'étonnerai On a parlé personne. tout à l'heure un peu des Donc, coûts aussi, il y a le niveau des charges, forcément, puis il y a aussi la transparence. Les gens veulent savoir ce qu'ils payent et il y a beaucoup de méfiance maintenant, il faut dire ce qu'il y a. Il y a une tension parce que les gens ne comprennent pas que leur facture a explosé. On fait une conférence de presse demain sur la question des charges qui parfois peuvent atteindre plusieurs mois de loyer pour des locataires qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. On a une sous-évaluation. Maintenant, c'est parce que par rapport à tout ce qui s'est passé sur le plan énergétique ou quoi, ils ont du mal à comprendre la mécanique, que ça baisse pas ou quoi, c'est ça? Oui, effectivement, il y a eu la question de l'explosion des coûts. Il y a eu aussi des contrats qui ont été négociés qui n'étaient pas forcément des bonnes négociations. Il y a aussi la question des pratiques de certains bailleurs qui vont attendre avant de régulariser. On n'a pas de régularisation annuelle tout le temps. Ou alors on va avoir des sous-évaluations des charges ou parfois à l'inverse, des bailleurs qui vont augmenter très fortement les charges, mais à la fin, on s'aperçoit que ce n'est pas le même niveau de charges qui était attendu. Enfin, tout ça est compliqué et on n'a pas forcément accès aux documents. Donc ne pas avoir accès aux documents, notamment les factures, les contrats, donc tout ça rend un climat très compliqué. Ensuite, il y a la question de l'accompagnement. Il y a parfois aussi de plus en plus de bailleurs qui réclament les loyers et les charges, mais sans prendre la dimension sociale. Et on a pu s'apercevoir qu'il y a certains engagements de ne pas expulser des locataires qui avaient des problématiques de charges suite aux événements, et ces engagements n'ont pas été forcément suivis. Et enfin, il y a la question du confort thermique, donc des travaux qui sont faits pour faire baisser la facture énergétique et des travaux qui sont parfois mal faits, par exemple avec un peu plus d'humidité ou plus de bruit, etc. Et des factures qui ne baissent pas à la fin. Donc tout ça crée un climat un petit peu complexe. Donc voilà. Merci pour le tableau et un peu de besoin de transparence, de plus de compréhension un peu sur tout ça. Gilles Leproust, alors côté maire, mais aussi président d'une association d'élus, Ville et Banlieue, j'imagine que c'est un point central de respecter cette qualité de service dans un quartier prioritaire de la ville. Alors, les bailleurs bénéficient d'un abattement sur la taxe foncière qui permettent justement de faire ce type d'action comme on a vu dans la vidéo. C'est important, je pense aussi, en termes de cohésion sociale. On a beaucoup parlé ces derniers mois de contrôle, en fait, davantage de contrôle de l'État sur tout ça. On a même entendu des ministres menacer de suspendre cet abattement pour certains bailleurs. Comment vous réagissez par rapport à tout ça? Peut-être la première des choses, et c'était dit d'ailleurs par les différents intervenants, et puis dans le petit film, on a tous le même objectif, c'est créer les conditions que les locataires, quels que soient les quartiers dans lesquels ils habitent, qu'ils soient prioritaires ou pas d'ailleurs, puissent vivre d'une manière, de bonne manière. Oui. Et là, on a, il y a donc plusieurs questions qui sont posées, il me semble, par rapport à cela. La première, le mot a été dit dans le petit film. Je pense que la question du aller vers est très importante. Moi, j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans un bailleur social, le Mans Métropole Habitat, dans une antenne, dans un quartier prioritaire. Au gré des années, pour des raisons diverses et variables, je trouve qu'on en a baissé sur la proximité avec les habitants. Alors, j'ai les cheveux blancs, donc je vais parler comme un vieux, je commence à être. On avait des loges pour 150-200 logements. Les gardiennes, les gardiens, c'était souvent des femmes d'ailleurs, connaissaient vachement leurs locataires. Enfin, leurs locataires. Oui, je dis leurs parce qu'il y avait une relation vraiment... Ouais, voilà, c'était comme ça la question. Pour des raisons, alors après on est passé sur plutôt des agences, des binômes, etc., qui ont comme éloigné
les bailleurs, mais ce que je dis pour les bailleurs est aussi vrai parfois pour les villes, sur les services publics locaux. Hein. Il ne s'agit pas de jeter la pierre aux uns aux autres, parce qu'y compris au bout du bout, il y a aussi des budgets équilibrés, et que tout ça est un exercice, surtout par les temps qui courent, un peu complexe. Et donc je pense que peut-être qu'on a à réfléchir, réinventer peut-être un certain nombre de métiers qui permettent d'accentuer le lien au quotidien entre les habitants et les bailleurs pour être plus en capacité d'essayer de répondre plus rapidement à toute une série de problématiques. Alors d'autant plus que dans les quartiers prioritaires, puisque vous en faisiez référence, on a des habitants qui sont souvent en grande précarité, qui souffrent tout simplement, pour qui c'est difficile. Et donc, je dirais, ils ont encore plus besoin, j'utilisais un mot peut-être qui va vous surprendre, mais d'être coucounés par rapport à là où ils vivent. Parce que, en gros, ils sont abandonnés par beaucoup de monde, quoi. Et que si ils ne retrouvent pas au plan local des interlocuteurs, interlocutrices qui leur permettent ouais, de vivre pleinement le fait d'être locataire, d'être un citoyen locataire. C'est pour ça que le rôle d'ailleurs des associations est hyper important de ce point de vue-là. On voit bien que ça pose des difficultés. Puis l'autre question qui est aussi, à mon avis, posée dans l'ensemble des territoires, notamment dans ceux-ci, c'est le partenariat entre tous les acteurs qui interviennent dans le quartier. Parce que le bailleur, on ne peut pas tout lui demander, quoi. Parce que c'est vrai qu'il faudrait qu'il répare, il fasse la sécurité, les activités, et je t'en passe, c'est des meilleurs. Et donc là encore, il faut qu'on invente certainement. Il y a plein d'expériences intéressantes d'ailleurs, on le voyait là sur le petit clip là. Mais je pense qu'on a besoin d'inventer et d'avancer effectivement pour que l'ensemble des partenaires, chacun dans ses compétences, mais puissent faire converger leur action pour apporter des réponses concrètes aux habitants. Alors vous faisiez référence. À l'abattement de la taxe. Non, c'est pas ça, mais vous ne l'avez pas cité, mais aux déclarations de la ministre Juliette Méadel sur la question des ascenseurs, et effectivement l'exode TFPB. Oui, bien sûr, on trouve toujours des situations où ça ne va pas, mais c'est vrai dans toute expérience humaine, dans toute expérience humaine. Mais globalement quand même, et là, plus ma casquette de président de l'Association des maires de Ville de France, il y a plutôt un rapport qui est fructueux entre les bailleurs et les villes et les intercos et les services de l'État, puisque c'est les 4 niveaux qui font, y compris qui suivent la mise en œuvre de l'exode de TFPB, et où il y a plein d'innovations intéressantes. Moi, je vais prendre l'exemple de la ville d'Allonne, par exemple, plutôt l'expérience que l'exemple, avec le bailleur Sarthe Habitat. On a mis en place une médiation le soir de 19h30 à 1h30 du matin, pour qu'il n'y ait pas une fracture que, en gros, nous, on paye la ville que sur les parties extérieures et que le bailleur paye pour les parties du bailleur, eh bien, on travaille ensemble, on prend 50% de la facture et les médiateurs, ils interviennent aussi bien dans la partie dans la ville que dans le bâtiment. Et c'est beaucoup plus efficace et c'est un moyen de redonner de la confiance aux habitants où souvent ils sont abandonnés parce que quand ils faisaient le 17 pour des problèmes de voisinage, ils se voyaient entendre « ouais mais on n'a pas d'équipage disponible », etc. Donc vous voyez, donc la proximité, le partenariat et l'action concrète, on peut relever et parfois soulever des montagnes. Donc travailler en synergie. Pierre-François, est-ce que vous voyez justement des évolutions en termes de pratiques sur la qualité de service auprès des bailleurs sociaux, des innovations, des initiatives comme celles qu'on a vues ou celles dont parlait Gilles à l'instant? Oui, juste avant de répondre à ce que je voudrais rappeler, c'est le directeur du patrimoine de Halef dit que le métier de bailleur social et notamment les métiers de la gestion locative et de la proximité, c'est un métier d'urgentiste. C'est-à-dire, fondamentalement, on a quand même une priorité, en tout cas une sensibilisation forte sur tous les sujets qui ne vont pas et qui peuvent apparaître. Les bailleurs peuvent faire des erreurs, il peut y avoir des difficultés particulières, des aléas particuliers. Donc il faut quand même rendre hommage au travail tous nos collègues qui, dans la proximité, dans la gestion locative, qui, comment dire, ont un métier objectivement difficile et de plus en plus exigeant. Alors, sur les évolutions. Alors sur les évolutions, enfin globalement, ce que font quand même, il y a une. Je parlais au début du consensus. Il y a eu une augmentation quand même très très forte. Du développement des démarches qualité chez les collègues. On est passé en une dizaine d'années de à peu près 57%, un peu plus d'un bailleur sur 2 qui a une démarche qualité validée par un tiers extérieur.
de type Kelly-HLM, qui a beaucoup de succès, Calibuy ou plus récemment Livia, à 77, près de 4/5 des bailleurs qui ont des démarches, donc vraiment qui déploient des tableaux de bord. Je pense qu'il faut également insister sur deux aspects. Enfin, donc on le fait d'ailleurs avec la commission qualité de service. On peut avoir une vision globale, mais globalement, c'est quand même un sujet local qui s'adapte à la réalité de chaque territoire, de chaque bailleur, comme d'ailleurs dans le petit film qui a été présenté au début de cette séance. Je donne un exemple que nous, on a déployé chez RF, 2 initiatives. Donc nous, on fait des réunions périodiques avec l'intégralité des associations de locataires dès qu'une association de locataires existe. Et puis après, il peut y avoir des irritants, des difficultés. Et puis on fait des enquêtes de satisfaction particulières sur la satisfaction des nouveaux entrants et aussi des enquêtes de satisfaction postérieure à une réhabilitation, qui est un sujet majeur, effectivement, qui est attendu dans des comment dire, quand on a fait une réhabilitation lourde sur un territoire. Donc c'est systématique, ça, rencontre avec les associations, rencontre avec les nouveaux arrivants. Et donc il y a un peu quand même un petit effet ciseau entre la dégradation de la qualité de service, qui reste élevée, mais qui quand même subit une certaine érosion, et les efforts qui sont quand même importants pour toute la profession pour être au rendez-vous. Et par exemple, avec effectivement ce qu'on a vu dans l'enquête, dans une enquête HTC, effectivement, les bailleurs se posent la question, et ça n'est pas seulement la responsabilité, comment ils peuvent assurer des enjeux de qualité sur les sujets ordre public, qualité, narcotrafic, sécurité publique de façon générale, tranquillité dans les résidences. Voilà, en tout cas, on fait des efforts, même si la situation, et on ne peut que continuer, on est un peu dans la situation de Pénélope qui doit chaque matin recoudre son tissu pour avancer, puisque c'est la légitimité fondamentale des organismes. Voilà. Et est-ce qu'il y a des évolutions, et je poserai la question, évidemment Gilles, avec les quartiers prioritaires de la ville, mais vous aussi Gaël, sur une adaptation par rapport à des territoires qui seraient plus fragiles que d'autres, où on a des approches un peu différentes, ou sur des domaines particuliers où on a envie de mettre l'accent? Est-ce que ça se fait comme ça, par touches un peu différentes? Ça dépend des territoires, parce que quand on a un organisme qui n'agit que sur une métropole, par exemple, ou sur de grosses villes, j'imagine que l'action est différente. Nous, dans les Côtes-d'Armor, on a la particularité d'avoir des villes moyennes, on n'a pas de grosses villes-centres, et énormément de communes rurales. Et notre organisme, en fait, est présent, on va dire, sur plus de 80% des communes du département. Donc, bien entendu, on ne va pas avoir la même façon d'agir. Pas la même approche. Pour nos locataires qui sont en collectif, très souvent dans les villes moyennes, alors qu'il y a plus de pavillons et rarement, même si ça va se développer un peu, mais rarement de collectifs dans les communes rurales. Donc on a à la fois développé des agences en proximité, parce que les agences sont quand même nécessaires, mais en dehors de ça, on a bien entendu des animations qui se passent aussi dans les quartiers plus ruraux, et on a décidé de mettre une agence mobile en place, en fait. Donc ça sera un mobilibus. Ça sera bien de l'aller vers, puisqu'on est bien sur le sujet, mais ça sera également de pouvoir travailler avec les partenaires, parce que tout seul, ça a été dit, on ne pourra pas tout faire. Donc les différents partenaires associatifs, que ça soit sur l'apprentissage des consommations, on peut travailler avec des agences locales sur le sujet. On peut travailler aussi avec les associations de locataires. On peut travailler avec la DIL. Enfin, les différents partenaires qu'on peut avoir autour de nous à travailler pour les locataires. L'idée, ça sera vraiment de se déplacer vers nos locataires pour pouvoir les informer au mieux et donc les accompagner au mieux. Ça veut dire que concrètement, cette agence mobile embarque donc des associations, des acteurs importants pour expliquer, pour raconter, pour répondre aux questions, pour considérer les attentes, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Un peu comme il a pu être mis des France Services pour délocaliser les services, eh bien là, ça sera un peu le même principe, mais pour nos locataires. Donc vraiment être au plus proche de leurs demandes, de leurs attentes. Et puis même s'ils n'ont pas de demande ou d'attente, leur montrer aussi qu'on est là vers eux et pas seulement dans les points de quartier prioritaires où effectivement on a des moyens différents, donc on pourrait agir différemment, mais on est là vraiment pour tous les locataires et de façon équitable. Et c'est vrai que
dans les communes, on entend souvent, bah oui, mais il est préférable de privilégier les communes SRU en termes de logement. Mais là, c'est un peu le même principe. C'est quelque chose que je porte moi depuis le début de mon mandat. Je souhaite absolument à ce qu'il y ait du logement avec des loyers modérés partout dans nos communes au niveau des Côtes d'Armor. Et donc, c'est le même principe pour l'animation, pour l'accès à l'information où la proximité de nos agents est vraiment, vraiment importante. Et le diffumé, ça répond à des demandes des locataires, de ce aller vers dont parle Gilles, dont parle Gaël, cette idée de se déplacer, de faire des agences qui embarquent un petit peu différents interlocuteurs qui peuvent les aider à se repérer ou à relayer leurs demandes. Je sais que par exemple la CSF de Guadeloupe a un projet comme ça d'avoir un camion, d'aller vers les locataires. Nous, l'avantage, c'est d'avoir un réseau de locataires déjà sur place, d'avoir des associations sur place qui peuvent prendre le pouls. Je voulais revenir sur la question on a traité la question de la sécurité, etc. Donc effectivement, c'est une attente des locataires. Le seul bémol qu'on peut mettre, c'est que c'est souvent des politiques qui sont financées sur le budget des bailleurs. Donc nous, on estime que c'est avant tout un sujet régalien, c'est un sujet de police et qu'on préférait que le budget des bailleurs soit consacré aux travaux, entre autres Donc à la choses. sécurité qui Voilà, relève police. effectivement, même si c'est un sujet. Ensuite, nous, qu'est-ce que l'association peut apporter? On a déjà notre démarche syndicale, hein, c'est-à-dire que là, il y a un problème individuel, on va faire en sorte de percevoir si le problème n'est pas collectif, de traiter le sujet à la racine, c'est-à-dire que si une personne vient, on va lui dire mais est-ce que ton voisin, ta voisine a peut-être le même problème, et essayer de traiter le sujet comme ça. On peut s'apercevoir aussi qu'on a de plus en plus de tensions, c'est-à-dire qu'on doit aller souvent en justice aussi ou menacer d'aller en justice parfois pour obtenir satisfaction, parce que encore une fois c'est une question de moyens. Et là-dessus, effectivement, nous sommes solidaires du combat des HLM de lutter contre la ponction sur les budgets des organismes. Qu'est-ce que notre association apporte en termes de qualité aussi, c'est de faire l'accompagnement. On fait de l'accompagnement individuel sur par exemple des personnes qui ont des problèmes d'impayés, etc. Mais aussi on fait par exemple on va monter des dossiers de surendettement. On va aussi faire de l'accompagnement sur des sorties culturelles. Par exemple à Sartrouville, ils font des dizaines et des dizaines de sorties culturelles avec les familles, et je sais que les bailleurs financent aussi une partie de ces activités qui sont importantes pour sortir les habitants du carcan du quartier. Et ce type d'initiative qu'on a vu dans le reportage, ça fait partie des choses qui sont positives, qui embarquent, du coup, on parlait de synergie, un peu de différents acteurs, c'est bien ça Effectivement, là, c'est des travaux de réparation de vélos. Je crois qu'à Strasbourg, la CSF participe à ce genre d'atelier. On a aussi, par exemple, des recycleries pour valoriser les encombrants des familles. Donc, nos militants vont participer au conseil d'administration de ce type de ces recycleries, si elles ne sont pas d'ailleurs à l'origine de ce type de projet. Donc nous, on participe à effectivement créer du lien social. On va aussi, par exemple, s'il y a des personnes qui sont victimes de violences conjugales, pouvoir avoir... Je sais qu'à certains endroits, il y a des accords avec des avocats pour aider souvent c'est des femmes, à les aider à obtenir réparation, et notre association les soutient aussi sur le volet relogement. Donc on est vraiment sur tous les volets de la famille, et je pense que c'est important de soutenir nos activités. Et la première chose que peuvent faire les bailleurs pour soutenir nos activités, c'est de créer des LCR, donc des locaux collectifs en bas des immeubles. Et on voit que la plupart des locaux sont des locaux anciens, dans les anciennes opérations, et que toutes les opérations neuves n'en contiennent pas. Et donc ça, forcément, ça va être un sujet à l'avenir, c'est comment créer du lien social sans locaux pour recevoir les personnes. Donc ça, c'est un outil fort de cohésion, les locaux. Voilà, je pense qu'il y a un effort à faire au niveau des bailleurs, c'est aussi sur ce sujet. Alors, j'ai deux questions justement sur ce sujet, et notamment pour vous. Quel rôle peuvent jouer les représentants de locataires dans la mise en œuvre de la qualité de service? C'est un peu ce que vous dites, hein, de créer du lien. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour cette mise en œuvre? Donc, comme l'avantage des locataires, c'est qu'ils sont sur place, donc c'est qu'ils peuvent voir aussi, par exemple, si la prestation de service a bien été réalisée, si elle a bien eu lieu, si elle est bien calibrée par rapport au quartier. Je pense notamment à tout ce qui est nettoyage, pouvoir dire est-ce que c'est intéressant de venir une fois par semaine, mais est-ce que ce ne serait pas plus intéressant de venir 2 fois ou à telle date? On va pouvoir comme ça
avoir un regard sur quels sont les engagements qu'a pris le bailleur et si c'est vraiment adapté à la vie du quartier. Donc un peu un recul sur ce qui se passe pour dire oui, ça c'est pas mal, mais on pourrait faire autrement, quoi. Effectivement, donc totalement ça, les gens sont sur place, donc ils voient ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a aussi nos associations, elles vont pouvoir avoir des représentants au sein des commissions d'appel d'offres et pouvoir déjà s'apercevoir ce que le bailleur entend avoir comme engagement du prestataire, aussi écarter les entreprises qui n'ont pas été très performantes sur le terrain. Donc là, on va pouvoir agir en tant que partenaire parce que on a un œil sur ce qui se passe concrètement et on va pouvoir dire là ça vaut le coup, là ça vaut pas le coup. C'est un peu ouais. Pierre-François, c'est une bonne méthode, une sorte de vigilance active en dehors de tout ce que vous faites pour prendre le pouls, mais d'avoir un peu cette idée, tiens, il y a des petites choses qu'on pourrait rectifier à la marge, on voit, c'est pas mal? Oui, mais ça relève plutôt du niveau local. Enfin, il faut s'adapter au contexte, il faut s'adapter à. Oui. Donc, voilà. Chaque cas est un peu Absolument. différent Voilà. et on Donc, fait. voilà, il faut un peu comme l'exemple du reportage. Vraiment, chaque organisme a son contexte, chaque territoire a son contexte. Moi, ce que je pouvais dire, je profite un peu de ce micro pour faire la promotion de la commission qualité de service de l'Union sociale pour l'habitat, donc qui se réunit quatre fois par an. Et on insiste beaucoup, d'ailleurs on pourrait faire venir d'ailleurs des élus et des associations de locataires pour avoir leur retour. Et j'insiste beaucoup justement par rapport à ce qui a été dit, qu'on ait des exemples pratiques. C'est-à-dire qu'on est, d'un côté, il y a des initiatives nationales sur des problématiques globales, sur des irritants structurels comme la demande technique, qui est vraiment tout, sur lequel il y a toujours un décrochage dans les enquêtes de satisfaction entre une satisfaction globale qui reste assez favorable et puis vraiment un décrochage par rapport à l'information du bailleur et surtout le traitement et l'information de la demande technique. On traite aussi le sujet des ascenseurs, la problématique, effectivement, l'information autour des mutations qui est un irritant comme on l'a vu, ou effectivement peut-être penser à de nouvelles organisations de proximité. Mais par ailleurs, il faut vraiment qu'on profite, ce qu'on fait régulièrement, avoir des expériences locales pour vraiment inspirer les autres et puis comprendre comment ils s'adaptent à leur contexte particulier. J'ai une question pour vous, peut-être Gilles. Aller Vert, belle initiative. C'est vous qui en avez parlé tout à l'heure, du Aller Vert, entre autres, puisque Gaël aussi. Mais comment la faire vivre dans le temps, cette initiative du Aller Vert? Parce que c'est vrai que souvent, on lance des initiatives et puis au fil du temps, ça se perd un peu et on voit que la distance se reforme. Comment on fait pour agir dans le temps? Alors, je vais répondre à la question, mais je voudrais revenir. Mais pas tout de suite. Ce que disait Élodie là sur la question du savoir, des connaissances des habitants, donc des locataires, mais qui sont des habitants. Je crois qu'effectivement, il ne faut jamais qu'on perde de vue les uns et les autres, quelles que soient nos responsabilités, que quand même le véritable expert du lieu où les gens habitent, c'est l'habitant lui-même. Et on a parfois le défaut, les uns les autres, et parce qu'il y a plein les services, les cabinets, les machins qui donnent des conseils dans tous les sens, mais parfois est oublié. Alors, on a progressé les uns les autres, il faut reconnaître, mais je pense, parce que là on est un peu dans les perspectives, il y a besoin, je trouve, de réinterroger nos pratiques pour permettre vraiment que dans toutes les situations, on permette aux habitants, aux locataires donc en l'occurrence, d'avoir voix au chapitre. Souvent d'ailleurs, alors on peut penser que ça perd du temps dans la démarche, mais sur toute la démarche, je pense qu'on gagne beaucoup de temps. Parce que ce qu'on réalise en associant les habitants, ça évite qu'après on soit un peu à régler des trucs ingérables. Donc je crois vraiment que c'est la première question. Après sur le Aller Vert. Je vous interromps parce qu'il y a un petit peu déjà Fanny qui nous donne un aperçu, voilà, on voit le Aller Vert qui est d'ailleurs devant, avec la proximité, un niveau élevé de satisfaction aussi sur le logement, avec des points de vigilance. Pardon. Alors, non, vous avez raison. Le Aller Vert, après, il y a la volonté politique des uns et des autres, des bailleurs, des collectivités, des partenaires. Mais la constance, elle passe aussi par quels moyens humains on met en place pour assurer ça sur la durée. Parce que les locataires, ils changent, ils déménagent, et tant mieux pour eux, même si c'est compliqué aujourd'hui, parce que vu le demandeur on viendra dans la deuxième table ronde, ça va revenir, mais c'est une vraie question. Mais ils changent, et que donc il faut du fil conducteur. Donc les personnels, les bailleurs, les personnels territoriaux, les éducateurs lorsqu'il y en a, les médiateurs. Moi je crois beaucoup, et on croit beaucoup à Ville-et-Banlieues,
qui est souvent dans des emplois aidés, mais qui doit être professionnalisé. Nous avons besoin aujourd'hui beaucoup de médiateurs. Médiation culturelle, médiation pour le sport, Pour créer du médiation lien, y quoi. compris des questions du quotidien. Parce que il y a une telle crise de la politique qui se traduit quand même avec beaucoup de doutes chez les locataires, les habitants locataires, je les appelais comme ça, sur nos capacités aux uns aux autres de les écouter, de mettre en œuvre. On ne va pas se raconter d'histoire. Et même quand tu fais des efforts de démocratie participative, Il y a une etc., défiance, une forte le défiance. climat général, il est quand même compliqué. Et donc, je pense c'est peut-être des métiers à inventer. Il y a des choses y compris des rapports qui ont été commis à l'Assemblée nationale pour donner un véritable statut. Parce que c'est des métiers qui sont, moi, il me semble, indispensables, pas toujours faciles, complexes, suivant d'un territoire à un autre. Mais si on n'a pas cette ingénierie du territoire pour justement innover, donner de la perspective, effectivement, au bout d'un moment, la pâte elle tombe. Et puis là, pour remonter, ça devient très compliqué. J'ai une question sur la grande conversation. Est-ce que c'est une démarche pour aller à la rencontre des locataires? C'est l'idée, j'imagine, de faire parler les uns et les autres et de les écouter. Je ne sais pas si Gaël, c'est cette idée de davantage écouter les locataires parce que c'est quand même eux les premiers concernés par leur logement finalement. C'est vrai que c'est avant tout pour les locataires qu'on travaille. Donc si on les écoute pas, si on n'échange pas avec eux, On rate. ça paraît difficile de correspondre à leurs demandes. J'ai une autre question aussi qui demande si les objectifs de qualité de service sont les mêmes dans les copropriétés. Ça, c'est intéressant de savoir s'il y a des axes un peu communs. Je vais continuer sur la Allez-y. première question. Et donc, pour le coup, on a les concertations locatives où là, on a les échanges forcément avec les locataires. Et ces moments, ils sont vraiment importants puisque ça permet de faire remonter ces demandes, ces remarques. Mais il faut les entendre. Il faut les entendre, il faut les accepter. C'est pas toujours facile, puisque parfois, on est aussi un peu piqué. Mais on est bien là avant tout pour les locataires. Et quand le sujet du thème en fait du congrès de cette année avait été choisi, moi j'ai trouvé ça formidable parce qu'on peut parler de tout ce qu'on veut autour, de construction, de réhabilitation, de consommation, mais avant tout, c'est les locataires et la qualité du service qu'on leur apporte. C'est avant tout ça. Et alors la question sur les copropriétés, est-ce que c'est les mêmes objectifs de qualité de service? J'avoue que pour le coup, nous au niveau de l'office, on n'est pas trop concernés. Pierre-François, oui, commune rurale. Oui, enfin, je pense qu'au final, la qualité de service, on doit avoir un objectif un peu d'égalité pour l'ensemble des habitants dans nos logements. Par contre, effectivement, on est dans une situation structurellement différente quand il y a des copropriétés qui se multiplient, puisque on est dans une situation plutôt de cogestion entre les syndics et les bailleurs. Donc, on a des bouts de services et puis des bouts de services. Je pense par exemple à la régularisation de charges. Alors, je fais une référence étrangère, par exemple, dans un pays comme l'Autriche, qui a un gros secteur du logement social. Les bailleurs sont juridiquement syndics tant qu'ils possèdent plus de la moitié des logements d'un ensemble immobilier. Ça doit sans doute faciliter les choses. Donc, il faut avoir la même qualité, mais il faut s'adapter à un contexte qui est différent. Et il y a une question là qui s'affiche, c'est comment on peut innover en matière de proximité pour mieux répondre. Alors, on a parlé des médiateurs, on a parlé d'aller vers. Est-ce qu'on peut toujours innover, trouver de nouvelles façons qui correspondent plus aux locataires? Peut-être vous, Élodie? Sur l'innovation, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a un métier qui s'appelle le gardien, qui est hyper important, et il y a de moins en moins de gardiens. Et en fait, nous, si on avait un message à passer, c'est il faut de la présence humaine. Et il faut des gens, il faut qu'on puisse parler à des gens. Et on sait quand il y a une personne sur place, c'est quand même beaucoup plus simple de suivre la qualité, qui est du respect des espaces communs, etc. Donc ça me paraît hyper important. Donc, quelle que soit en fait l'initiative, l'innovation, vous dites, d'ailleurs c'est ce que vous dites tous les quatre, que l'humain compte avant tout, quoi, la proximité, le lien qu'on peut créer. Et le fait d'être entendu, souvent on nous dit, en tout cas ça arrive que des militants nous disent, on essaye d'être entendu, on est obligé d'aller jusque devant les tribunaux, et en fait le bailleur nous aide pas parce qu'à la fin on nous dit mais à quoi vous servez, parce qu'on n'arrive pas à faire avancer les choses. Donc le meilleur moyen d'aider à ce que nos associations puissent perdurer, c'est aussi d'accéder à leurs demandes. Donc ça c'est un message que je voudrais
aussi. Gaëlle, après je voulais vous rebondir. Alors nous, pour innover, en fait, parce qu'on parle de nos locataires, on parle des bailleurs, mais c'est vrai que on travaille aussi avec les élus et les communes, hein, parce que c'est avant tout tous ensemble que l'on propose du logement. Pour innover, on a proposé des contrats d'habitat public. Donc ça permet en fait, dans ces contrats, c'est le bailleur, donc Terre d'Armoire Habitat, qui s'engage, la commune qui s'engage, le PCI pardon, qui s'engage également, ou l'agglomération selon la taille, hein, de manière à ce qu'on soit en raccord par rapport à ce qu'on peut proposer à nos locataires. Donc ça va être en termes de moyens de logement, la typologie bien entendu, ce qu'on peut proposer comme différents aménagements que l'on peut proposer à nos locataires, mais ça rentre en compte aussi la proximité. Donc c'est en fait différents éléments, donc c'est les moyens financiers bien entendu, en termes de communication, en termes de proximité, en termes d'aménagement, et c'est quelque chose en fait qu'on a mis en place sur notre département de manière à ce que ça soit pas une obligation, parce que nous forcément c'est notre travail, mais que les élus en fait, puisqu'après tout on est là pour aménager le territoire, les élus soient aussi engagés dans l'aménagement et dans le confort des habitants et en particulier des locataires. Élodie Fumier, on n'a pas parlé des plans d'action mis en place dans les quartiers. Ça, c'est important pour les locataires, ils sont associés à ça. Ils ont des fortes attentes là-dessus, ils y participent? Oui, effectivement, donc nos bénévoles participent à toutes les actions possibles et imaginables pour pouvoir rendre compte de ce qui est fait et pouvoir améliorer le cadre de vie. On pense aussi au conseil citoyen, un certain nombre de choses. On participe aussi au CAPEX, donc pour tous les dossiers qui concernent les expulsions locatives. Donc on essaie d'être au plus près des difficultés des locataires, pouvoir traiter des questions à la fois individuelles que collectives. Voilà ce que je peux... Peut-être Pierre-François pour conclure en disant les quelques mots-clés qui vous viennent par rapport à notre discussion. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'humains finalement, gardiens et tout ça. Mais voilà, sur quoi il faut mettre l'accent principalement quand on parle de qualité de service aujourd'hui? Juste sur votre question précédente sur l'innovation, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les exigences de proximité et puis les transformations technologiques, puisqu'il y a eu quand même une digitalisation forte de l'activité des bailleurs, le déploiement des chatbots, des extranets de locataires, des chatbots sur la dernière décennie, et ça me semblerait étonnant que les outils d'intelligence artificielle ne vont pas quand même d'une certaine manière, de façon inéluctable et en comparaison avec d'autres secteurs, transformer un peu la relation avec le locataire. Donc il faut faire attention, il faut un équilibre. Donc il y a un point d'équilibre à trouver entre la proximité et ces outils qui sont à la mode, mais qui ont leurs vertus, mais également leurs difficultés. Et je sens que Gilles a envie de rajouter un petit mot sur les chatbots. Voilà. Et non, moi ce que je conclurai plutôt, c'est un peu ce que je disais, revenir à ce que je disais au début sur le caractère quand même globalement assez consensuel de cette problématique de qualité de service, avec des difficultés, des irritants naturels quand il y a des difficultés particulières dont les bailleurs urgentistes doivent traiter, mais je crois que quand même la très très grande majorité des bailleurs a conscience de cet enjeu, de l'importance que ça induit sur leur légitimité par rapport à leurs parties prenantes, locataires, associations de locataires, mais également élus. Voilà. Un élu qui veut parler de l'IA. Oui, d'une manière plus générale sur le numérique, oui, bien sûr, ça peut permettre, dans un certain nombre de situations, de traiter des demandes des données. Étant dit, alors peut-être moi c'est le prisme d'être maire d'une ville populaire et des quartiers prioritaires, la question de la fracture numérique, elle est une réalité quand même, mais je pense qu'elle est aussi une réalité en milieu rural. Et qu'il faut qu'on soit vraiment attentif à tenir les deux bouts, quoi. Je ne crois pas que dans les années à venir, on va devoir se passer de femmes et d'hommes qui soient sur le terrain, au contact des locataires, pour avec eux trouver les solutions, les accompagner, parce que quand même, sincèrement, ça a dû tous vous arriver. Des fois, tu te mets devant l'écran pour remplir un formulaire, tu t'y reprends à 3 fois parce que tu as le truc de ta rempli. Et voilà, donc on a toute une partie de la population qui est complètement exclue. Donc, point d'attention. Il faut raison garder sur tous ces nouveaux outils. Fanny, vous avez peut-être, on peut afficher le tableau complet de ce que vous retenez de notre table ronde. Un gardien de chatbox, voilà, c'est ça.
Pas mal, donc là, ça reprend un peu tout de nos discussions. Il faut de la présence humaine, hein. C'est ce que je vois complètement à gauche et c'est ce que je retiens quand même pas mal, hein. On a l'impression que, quoi qu'il en soit, on est là pour les locataires, une étude de satisfaction, prendre la température, la qualité de service et le aller vers, évidemment, dont on a parlé. Et j'ai créé les conditions pour que tout le monde vive de bonne manière. Bah oui, c'est un petit peu l'objectif. Bah merci en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre pour cette visite un petit peu de la qualité de service et la prise en compte par les bailleurs sociaux. Merci beaucoup. Alors parmi les attentes des locataires, évidemment, il y a les demandes de changement de logement. Près d'un tiers des demandeurs de logement, plus de 900 000 familles sont déjà locataires du parc social et ont envie de changer, en tout cas ont manifesté le souhait de changer de logement. Comment est-ce qu'on peut répondre à cette attente en termes évidemment de parcours résidentiel, alors que la rotation de logements baisse et que la production de logements est en berne? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre avec notre nouvelle plénière qui est consacrée au parcours résidentiel. Et pour cette table ronde, j'accueille Cécile Bellard Duplantis, directrice générale de Paris Habitat. Bonjour et bienvenue, installez-vous. Norbert Fanchon, président du directoire du groupe Gambetta. Alain Miss, juriste à l'association Force Ouvrière, bonjour. Consommateur, la FOC, bienvenue. Et Éric Pinatel, directeur général d'Unicil, président de la commission politique sociale de l'Union sociale pour l'habitat. Installez-vous. Et alors, même topo, je pense qu'on va commencer avant de vous faire parler. On va regarder un reportage. Alors, c'est assez marrant puisque c'est des locataires qui ont changé de logement sur le même palier. Assez intéressant. On regarde ça tout de suite et puis on en parle après. Je suis locataire, ça fait 50 ans. Jusqu'en 1974, au mois d'octobre, 1er octobre. Mon fils avait 9 ans quand il est arrivé. Et j'avais mes 2 autres filles. Ah oui, alors là, c'était vraiment magnifique. Hein. Mais c'est vrai que ça devenait très grand aussi bien pour elle. C'est grand pour moi toute seule. Quand je pense qu'il y a des gens qui ont des enfants et qui cherchent depuis X temps d'avoir un logement. C'est un peu égoïste d'habiter dans un grand appart où effectivement il n'y a plus les enfants et qu'il y a une famille nombreuse qui attend et que c'est très compliqué d'obtenir un logement plus ou moins spacieux. Il y a une famille plus ou moins qui est frustrée derrière ça. Ma mère effectivement voulait en trouver beaucoup plus petit, mais allez où? Les voisins lui ont demandé de faire un échange de logement, sachant que eux, ils voulaient trouver plus grand, mais ils n'arrivaient pas. Là, c'était l'occasion de rêver. En plus, juste en face, il n'y avait pas des kilomètres à faire. La porte à côté. Juste en face, ouais. Non, mais c'est des gens charmants, hein, vraiment. On a une charmante voisine en face. Moi, je pensais qu'elle était jeune. Je ne savais pas. Finalement, c'est elle. Ouais, on s'entend bien ensemble. Ouais, on aimait trop bien la maison ancienne, sauf que malheureusement, on était trop serrés et entassés dans une seule chambre. Et surtout que la petite, elle commence à grandir. Et du coup, il lui a fallu sa chambre, sa propre chambre. Du coup, on a fait ça pour elle. Je lui ai dit, si ça ne vous dérange pas, venez voir chez moi. Peut-être ça va vous aider, vous allez perdre une chambre. Mais elle vient voir, elle me dit, oui, moi, ça me va. Elle a dit que on ne sait pas combien je vais vivre encore. Et du coup, je vais vous faire profiter les gens que j'estime. Elle a fait ça pour nous. Elle n'était pas obligée de laisser quitter ici. Elle était ici depuis 50 ans. Tous les locataires de Paris Habitat ont le droit à cet échange. Puis j'ai été contacté par l'agence en me disant « Ne vous inquiétez pas, votre échange se fera sans aucun obstacle. » Le 28 février, on a signé. On a pris le café avec la voisine et son fils. Et ça s'est passé le jour même. Et ça change tout d'avoir une pièce de plus, franchement. Moi, je ne pensais pas avoir vraiment de l'espace comme ça. Je me dis, c'est dingue. En fait, une chambre de plus, ça m'a changé la vie, en fait. On a eu ce qu'on voulait, en fait. Grâce à cette application, franchement, moi, je valide et je conseille. La plateforme Échanger Habitat que je conseille à tout le monde, franchement, finalement, ça marche. Oui, moi, je recommanderais, oui.
Ah oui, sans problème. Plutôt sympathique hein, de changer d'appartement sur le même palier. On voit que tout le monde est content dans cet échange. Alors, côté parcours résidentiel, je vais commencer par vous, Éric Pinatel, en tant que président de la commission politique sociale de l'Union sociale pour l'habitat. Comment l'USA, justement, traite ce sujet des demandes de mutation? Votre commission et la commission qualité de service dont on a parlé tout à l'heure en ont fait un axe de travail l'année dernière. Quelles sont les conclusions, les travaux, les préconisations dans tout ce domaine-là? Bonjour, vous m'entendez? Oui, vous pouvez y aller. Très bien. Bon, bonjour à toutes et tous. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le sujet directement du parcours résidentiel, et effectivement j'ai beaucoup apprécié le film, on dirait presque un conte de fées là. Un conte de fées, oui. Bravo à Paris Habitat de la mutation sur le même palier, ça c'est un exploit. Moi, je voudrais revenir juste 2 secondes sur, parce que ça a quand même un rapport, sur la première séquence. Finalement, ce que j'ai entendu, c'est alors c'est à la fois positif pour nous et en même temps, ça amène des responsabilités, c'est tout ce qu'on attend du bailleur. On attend beaucoup, ça c'est. On attend, pas beaucoup, on attend énormément, voire à peu près tout. Oui. C'est-à-dire, j'ai entendu évidemment l'accompagnement social, éviter les problématiques d'impayés, les charges locatives, comment malgré une explosion et de l'inflation et du coût de l'énergie, il faut quand même réussir à les maîtriser. La proximité, avec à la fois de l'humain et de l'efficacité et de la réponse, de la communication. Et puis maintenant, le dernier sujet qui nous incombe, qui en tout cas prend de l'importance, c'est la sécurité, hein, où effectivement, nous avons de plus en plus de budget dédié à la sécurité parce qu'on attend ça de nous malgré tout et qu'on vient pallier là encore à des problématiques que n'arrive pas à traiter l'État. Et finalement, nous, on est plutôt dans un dispositif de maintien, mais pas d'amélioration. Donc, effectivement, on est dans quelque chose où le bailleur, de par sa présence et de par son histoire, est responsable. Et donc, on a nécessité d'être au rendez-vous et d'être aussi, d'avoir des résultats exemplaires. Or, on sait que la société n'est pas simple et que nous ne sommes pas parfaits et que donc on a bien évidemment des phases d'amélioration possibles, que les enquêtes de satisfaction, elles sont là pour nous challenger et nous améliorer, que les taux, alors c'est vrai que c'est des taux de satisfaction, quand on dit 80%, bon, ça veut dire qu'il y a quand même une personne sur 5 qui n'est pas satisfait. Bon, je pense que quelques-uns de nos partenaires, après plusieurs années, seraient contents d'avoir un taux de satisfaction aussi élevé que le nôtre, hein, surtout en ce moment. J'en connais pas mal. Donc, et alors donc les demandes de mutation, ça vient encore. Et alors des demandes là, supplémentaires. tout à fait. Et effectivement, alors ça fait partie de nos missions, hein, le bien loger. Oui. C'est-à-dire que c'est pas simplement notre mission, c'est pas simplement de trouver le premier logement à une famille, c'est aussi de l'accompagner dans son parcours résidentiel, dans son évolution, dans son évolution familiale, etc. Et donc de pouvoir pour qu'il soit bien logé. Bien évidemment, ça c'est bien notre objectif. Simplement aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous nous trouvons confrontés à beaucoup de difficultés, et notamment parce que c'est le parcours résidentiel et les mutations, ça vient finalement interroger 2 sujets chez nous importants, la production de logement et l'attribution. Donc 2 petits sujets qui ne sont pas simples à régler. C'est sûr qu'en absence, aujourd'hui, avec la baisse forte de la production, mais qui n'est pas d'ailleurs que de la production de logement social, hein. C'est l'ensemble de la chaîne du logement qui est aujourd'hui bloquée et qui fait que l'accession à la propriété, pour même sur le côté libre, ne marche pas. Donc, effectivement, la baisse forte de la production amène une baisse du taux de rotation, puisque vous pouvez avoir un projet, même parfois de l'argent, et vous ne trouvez pas le moyen de sortir de là où vous êtes. Et puis, les attributions, ça devient un sujet, enfin, ça a toujours été, mais on est dans un sujet extrêmement sensible, dans un contexte où aujourd'hui, en plus, l'intérêt collectif, je trouve,
passe bien après les résultats individuels de chacun, et notamment à travers les taux d'attribution au public ceci, au public cela, à la... Chacun veut être la priorité du public considéré. Chacun veut atteindre son propre objectif sans avoir un regard global sur l'ensemble. Or, dans une situation comme nous sommes aujourd'hui, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où les choses sont quand même bloquées, il faut quand même qu'on aille chercher un résultat collectif et une réflexion commune pour trouver des solutions. La baisse de la rotation, c'est quelque chose que vraiment vous voyez concrètement, c'est des choses tangibles par rapport à ce blocage, comme vous l'avez dit, du marché global du logement, privé, social, tout un peu bloqué. Ah ben, alors, il y a d'autres régions comme ça, mais donc dans la société que j'ai l'honneur de diriger, donc qui est en région PACA, nous avons certains secteurs qui sont à moins de 2% de taux de rotation. Et bon, quand je fais un peu de mauvais esprit, je dis qu'un locataire sur deux sort les pieds devant, quoi. Oui, c'est une rotation un peu obligatoire, enfin un peu fatale, on va dire. C'est extrêmement faible. Hermis, vous vouliez rajouter quelque chose à propos de la baisse de la rotation, des attributions? Oui. Bonjour, merci de me donner la parole. Oui, je voulais réagir sur la vidéo, le reportage. Après, Cécile va nous en parler plus en détail, hein, comment on arrive à faire ça. Voilà. Alors, bien évidemment, quand on voit ça, c'est génial. On partage tous le bonheur de ces deux familles. Pas de frais de déménageurs, ou presque pas. mais quand on voit ça, sans refroidir ce bonheur, on se pose quand même la question du nombre de personnes derrière qui attendent de vivre ces genres d'événements. Et ça nous ramène à la question de la table ronde qui est la nôtre, qui est le parcours résidentiel. Alors, avant d'aller plus loin, juste deux, trois éléments là-dessus. Le premier, c'est loin de moi l'idée de dire que les bailleurs HLM sont parfaits dans tout ce qu'ils font. Non. Mais de l'autre côté, il faut aussi intégrer une réalité qui est qu'ils font pas mal de choses. Quand c'est bien, on le dit. Quand ça ne va pas, nous savons le dire avec force. Mais de l'autre côté, il faut aussi dire qu'ils subissent des injonctions très souvent contradictoires. Cet empilement des règles, des textes, fait que leur énergie est dépensée, épuisée, ils s'épuisent dans l'administratif. Et de l'autre côté, nous savons tous que nous avons besoin d'une stabilité, d'une visibilité, tant pour nous, demandeurs, locataires, mais singulièrement les bailleurs. Parce que nous attendons d'eux qu'en face, ils puissent répondre à la qualité de service, qu'ils fassent le métier qui est de produire, de construire, et donc de gérer. Quand moi, je suis dans mon 7e étage, et que j'ai une infirmière qui doit passer pour mes soins, que l'ascenseur est en panne, j'ai besoin que le bailleur soit là, qui réponde et qui trouve solution. Au lieu de s'épuiser à dépenser des sous, du personnel pour être dans l'administratif, j'ai besoin du bailleur qui réponde et qui trouve des solutions parce qu'il y a des problèmes de nuisibles, les cafards, les punaises de lit. J'ai besoin du bailleur qui répond et trouve des solutions aux problèmes qui se posent à moi parce que j'ai les problèmes de troubles de voisinage. Vous voyez, toutes ces listes-là. Je ne vais pas m'étaler longuement, mais juste pour dire qu'on a besoin de ça et qu'il faut que, je crois, dans l'année prochaine, on a des élections municipales. Mars 2026. Nos élus, qui sont peut-être certains ici au Congrès, en tout cas dans la salle, s'engagent clairement pour le logement social. Voyez-vous ? Donc le message est lancé, c'est bien. Il est bien lancé depuis ce matin, je pense. Je reviendrai vers vous, Eric, sur les commissions et leur travail sur le sujet. Mais Cécile, donc le reportage, Paris Habitat, comment ça marche, ce genre de fonctionnement? Comment vous faites pour arriver à ce type de réussite qui, j'imagine, n'est pas non plus hyper fréquent aussi sur le palier? Ça peut arriver plus qu'on le pense? Hyper fréquent, non, mais je vais répondre à votre question. Mais avant, si vous me permettez, je voulais dire un petit mot en préambule. J'ai pas de chance, hein, chacun vous faites ce que vous voulez là. C'est un peu ça, en fait. Très bien. Enfin, j'ai pas de chance si, parce qu'on vous entend et vous avez des messages à apporter. Il y a eu une première table ronde qui a dit beaucoup de choses et c'est vrai que ça nous a inspiré quelques réactions. Non, moi, le premier mot que je voulais formuler en préambule, c'est une pensée que je voulais avoir pour Denis Bimbenet qui nous a quittés il y a quelques jours, simplement pour lui rendre hommage, en rappelant le rôle primordial qui a été le sien dans l'initiation, l'impulsion d'une dynamique collective en matière de qualité de service. Il y a plus de 20 ans de cela, avec la création de la commission qualité de service, qu'il a été le premier à présider.
Et je voulais le citer en référence à un débat qui a eu lieu tout à l'heure. Il disait: «Nous avons collectivement la force du maillon le plus faible». Et je pense qu'il avait fondamentalement raison, et on l'a bien vu d'ailleurs à travers un certain nombre d'exemples qui étaient cités. Nous sommes très souvent exposés au risque que toute situation particulière se voit érigée au rang de vérité générale, et je pense que nous avons intérêt à la jouer collectif sur les sujets de qualité de service. Le deuxième mot que je voulais éventuellement dire en préambule, c'était sur le fait qu'il ait été choisi d'aborder la question des parcours résidentiels sous l'angle de la qualité de service précisément aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que les parcours résidentiels, c'est un peu à la croisée de multiples chemins, de multiples enjeux. Un premier qui tient aux politiques de mixité sociale, un deuxième qui tient au rapprochement entre l'offre et la demande, et puis ce troisième de qualité de service. Et je crois que c'est vraiment intéressant de l'aborder sous cet angle-là, parce que fondamentalement, je crois qu'il est un peu illusoire de considérer qu'on traitera les problèmes de mixité ou les enjeux de libération du parc par les mutations. En revanche, en traitant les mutations sous l'angle de la qualité de service, on peut éventuellement en faire quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs, l'expérience échanger, habiter et le petit reportage qu'on vient de voir en témoignent. Ouais. Et alors justement, comment ça se passe et comment globalement vous organisez vos parcours résidentiels et vous répondez aux demandes de mutation chez vous? Alors, je dirais que la première chose que je pourrais citer pour illustrer, parce que ça va parler à tout le monde davantage que Échanger Habiter, qui est une expérience assez unique, mais j'en parlerai quand même, c'est le volet EOL, examen de l'occupation des logements, des commissions d'attribution de ces logements. C'est l'obligation que nous avons tous, tous les 3 ans, d'examiner la situation des locataires et, le cas échéant, de leur proposer une mutation vers un logement plus adapté. Donc là, le cas de cette dame qui, vieillissant, n'a plus besoin, ou des choses comme ça, l'évolution familiale. Même cette dame, vu son âge, est a priori un peu en dehors du scope, mais ça fait partie des sujets d'ailleurs. On peut se demander si c'est tout à fait une bonne idée. Mais en tout cas, la réalité à Paris Habitat par rapport à cette obligation, c'est que nous avons un nombre très très important de situations à examiner. En fait, on a 30 000 ménages éligibles à Paris Habitat, éligibles à l'examen par la commission d'attribution de leur situation. Ça fait 200 dossiers par semaine à examiner, en plus des 300 dossiers, des 300 candidatures que la commission d'attribution étudie dans le cadre de son activité courante. Donc autant vous dire qu'en fait, on ne sait pas faire ça, et on sait d'autant moins le faire qu'en face, on a très peu de solutions à proposer, parce que Eric le disait tout à l'heure, mais le taux de rotation s'est effondré. Le taux de rotation à Paris Habitat hors mutation, c'est 2,77%. Autant vous dire qu'on est loin de pouvoir satisfaire les éventuelles demandes, même de ces 30 000 ménages, mais alors des 300 000 demandeurs de logements sociaux à Paris, encore moins. Donc, beaucoup de situations à examiner, peu de solutions à proposer, donc on a choisi d'avoir une approche adaptée et de sortir du cadre réglementaire. Ce qui nous a été plus ou moins d'ailleurs admis par l'ANCOLS, qui nous a contrôlé l'année dernière et qui a considéré que cette approche pragmatique avait le mérite d'aboutir à du résultat. Et donc nous avons choisi de nous concentrer sur les situations de sous-occupation, et plus particulièrement de sous-occupation aggravée, et ceci sans nous tenir à la limite d'âge de 65 ans, c'est-à-dire que nous étudions toutes les situations, y compris celles pour lesquelles nous ne pouvons pas avoir d'action, je dirais, coercitive de mobilité. Et puisque nous avons un enjeu d'incitation plus que de coercition, en tout cas passer par l'incitation plus que par la coercition, eh bien nous avons trouvé des moyens de convaincre nos locataires que ça pouvait être intéressant pour eux, et puis nous faisons en sorte de leur faciliter aussi les choses. Donc nous accompagnons évidemment au déménagement, nous maintenons le taux de loyer du logement de départ sur le logement d'arrivée, et puis surtout nous nous autorisons à attribuer en sous-occupation, ce qui normalement n'est pas tout à fait autorisé, mais en sous-occupation légère, dès lors que ça permet de traiter une situation de sous-occupation aggravée. Autrement dit, si une personne seule accepte d'aller dans un type 3 en libérant un type 5,
on va considérer que ça vaut le coup de faire de la sous-occupation. On a vu passer un petit dessin, un grand dessin même de Fanny, hein, qui disait plus que 199 dossiers. Il manque aussi de la rotation là-dessus, mais c'était un peu le témoignage de tous les dossiers que vous avez à traiter. Donc sur la commission d'attribution, qui je dirais, enfin, le volet éole de la Caléole qui représente l'essentiel de notre activité en matière de mutation, voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, nous examinons des situations pour lesquelles nous avons une vraie solution à proposer en évitant d'emboliser la commission d'attribution de situations que nous ne savons pas traiter et de locataires qui d'ailleurs ne sont pas demandeurs. Mmh. Et puis le deuxième exemple que je pouvais citer pour illustrer la politique de Paris Habitat en matière de parcours résidentiel, c'est un exemple plus collectif qui est Échanger Habiter, donc celui qui a fait l'objet du film. Donc le principe, c'est que les locataires échangent directement leur logement sur une plateforme dédiée. Il y a un GIE interbailleur qui gère la plateforme. Elle a été créée en 2018 à Paris, étendue à l'Île-de-France en 2019, et aujourd'hui il y a 33 bailleurs qui sont membres de ce GIE et 111 communes réservataires qui s'inscrivent dans la dynamique. Et ça marche bien? Et ça marche plutôt bien. En tout cas, à l'origine, l'idée était d'ouvrir la possibilité aux locataires de s'emparer de leur parcours résidentiel et puis surtout de trouver des solutions qu'à travers nous, et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, qu'à travers nous, ils ne trouvent pas forcément. Parce qu'on ne va pas forcément trouver le logement qui leur correspond, parce qu'on va éventuellement avoir d'autres priorités à traiter que la leur, et le fait d'avoir cet outil complémentaire qui leur permet oui, ils se servent, enfin ils gèrent leurs priorités. En tout cas, de prendre la main sur leur destin, on trouve que c'est plutôt pas mal. Donc à l'arrivée, on a un succès qui n'est pas seulement d'estime, parce que Paris Habitat, c'est 1000 mutations par an, et en 2024, il y en a eu 172 à travers Échanger Habiter. Et on y croit tellement à cette solution qu'en fait, alors que vraiment il s'agissait de désintermédier la relation et de rendre les locataires autonomes dans la gestion de leur parcours, on l'a réintégré à nos propres pratiques et maintenant on en fait la promotion. Et je citerai même un exemple d'une grosse opération de réhabilitation que nous avons sur la dalle des Olympiades. On a même organisé des speed meetings entre locataires susceptibles d'échanger leur logement pour qu'ils puissent procéder en direct à l'échange de leur logement. Et si, et j'entends que je suis trop loin. Voilà. Et après, je reviendrai vers vous. Je voudrais juste conclure sur ce sujet-là pour dire que là où c'est extrêmement positif, au-delà du chiffre, c'est qu'à un moment donné, ça fait vivre une forme de solidarité intergénérationnelle entre les locataires eux-mêmes et que c'est un peu le prélude, me semble-t-il, en tout cas ça pourrait l'être, à une forme de logique de partage de la richesse que constituent les HLM entre les locataires d'hier, les locataires d'aujourd'hui et pourquoi pas les locataires de demain qui attendent aujourd'hui d'avoir un logement. Voilà. Pas mal, la boucle serait bouclée et ça a l'air de bien marcher. Alors, pour finir le tour, puisque Norbert, on ne vous a pas encore entendu, et après je reviendrai vers vous, Eric, sur les conclusions un petit peu des commissions. Il y a un levier dont on a un petit peu parlé juste sur l'accession à la propriété, via l'accession sociale, enfin à la propriété. Qu'est-ce qu'il en est? C'est quelque chose que peuvent proposer aussi les organismes HLM. Qu'est-ce qu'il en est? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça marche bien? Et sous quelles conditions? Parce que on dit que c'est grippé. Est-ce que c'est aussi grippé de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider à favoriser cette accession à la propriété de ce côté-là? Bonjour à tous, je vais répondre à votre question directement. Mais vous avez un petit... Non, vous avez une introduction? Vous avez non, pas du tout. Ah, bah super. On parle d'accession à la propriété. En fait, c'est le premier désir des Français. 4 Français sur 5 veulent devenir propriétaires de leur logement. Donc effectivement, on connaît beaucoup les HLM sur l'angle locatif, mais on peut parler aussi d'accession à la propriété, puisque 72% de nos locataires veulent devenir propriétaires. Et nous, société HLM, organisme de logement social, on est totalement légitime pour le faire. Moi, je dirige une entreprise qui est une coopérative. Elle a plus de 100 ans d'existence et elle a commencé par faire de l'accession à la propriété. Donc l'accession à la propriété, c'est effectivement le cœur, le deuxième cœur ou le deuxième poumon du logement social. Eric le rappelait, on est encore plus légitime à le faire que, à cause des politiques du logement menées par les gouvernements depuis 2017, la production de logements neufs n'a jamais été aussi basse en France depuis l'après-guerre. Donc on peut parler de qualité de service, de rotation, d'accession, mais si on ne produit pas de logement, on ne va pas parler de grand-chose. Et donc je pense que c'est important, avec force,
de dire que depuis 2017, la conséquence de la politique des gouvernements, c'est 2024-2025, pire année de la construction neuve en France depuis l'après-guerre. Et la conséquence, c'est que 84% des Français, donc on est à plus de 3/4, plus de 4/5, pensent que l'accession est devenue impossible. On a des prix qui dépassent maintenant les 5 000 €. Et la deuxième conséquence, et vous verrez que ça rejoindra les propos de Cécile et d'Éric, le taux de propriétaires en France, pour la première fois, baisse. On est passé de 57,8 à 57%. Ça ressemble à rien, 0,8%. C'est 240 000 locataires en plus. Donc quand on a déjà 2 millions de demandeurs de logements HLM, quand on en rajoute plus de 200 000, vous comprenez qu'effectivement les taux de rotation en Ile-de-France, à Paris, dans le sud, ben on est à 2%. Et puis pire pour moi, c'est vous êtes propriétaire, vous devenez locataire, en sachant qu'on veut devenir propriétaire. Et donc c'est un sentiment de déclassement qui s'impose dans la société française. On veut devenir propriétaire, on n'y arrive pas, on a été propriétaire, on n'y arrive plus. Les Français veulent devenir propriétaires, il y a un sentiment de déclassement, on a un problème de file d'attente, à nous effectivement, organisme HLM, de produire de l'accession à la propriété. Et m'excuserai d'avoir ce propos-là, mais pour motiver les troupes un peu, on est bon, on est très bon. Quand le marché fait moins 10% au premier semestre, on fait plus 10%. Aujourd'hui, un logement sur 6 vendu à une personne physique est produit par un organisme HLM. Donc il faut arrêter de regarder la moquette, il faut qu'on regarde les choses en face. On est très bon pour faire de l'accession à la propriété. On a des outils extraordinaires, le BRS, le bail réel solidaire, qui permet de sortir le foncier et le bâti. On a le PSLA, vous êtes d'abord locataire puis propriétaire, je pense que tout le monde connaît ces dispositifs. Ce que ça fait, c'est que ça redonne du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Grâce à la TVA réduite, on refinance, on redonne la possibilité aux Français de devenir propriétaires. Puis, je suis administrateur d'une autre société qui est la Société de garantie à l'accession. Ça veut dire que les organismes HLM, on s'auto-garantit et donc il y a une espèce de protection, de formation entre nous. Pour autant, on sait faire, on a les outils, et c'est un vrai métier. Oui, est-ce que ça évolue aussi? Ça évolue fortement. Quand je vous dis qu'aujourd'hui, un logement sur 6 vendu à une personne physique est fait par un organisme HLM, je pense qu'on se serait vu il y a 5 ans, on aurait été à 1 sur 10, 1 sur 15. Mais c'est un vrai métier, c'est différent du locatif, il faut identifier les terrains différemment, il faut concevoir les produits différemment, il faut non plus gérer un produit mais le vendre. Et donc c'est une expertise à acquérir. Et je crois que entre nous, on peut s'apprendre des choses, on peut progresser. Je pense que dans les années à venir, quand je vous dis un logement sur 6, moi j'espère qu'on en fera un quart de la production dédiée, que les bailleurs sociaux réalisent un quart de la production en France de logements. Alain Ministre, c'est une préoccupation des locataires, alors la mutation évidemment, mais aussi cette accession à la propriété, ça fait partie des attentes? Oui, bien sûr. Alors, bien évidemment, une partie des locataires sont dans cette démarche et pour cette partie-là qui sont intéressés par évoluer comme ça, ils estiment que c'est aussi un cheminement, un aboutissement, une sorte de reconnaissance sociale. Et puis derrière, il y a d'autres qui pensent qu'ils vont pouvoir faire une transmission patrimoniale. Enfin, il y a tout ça. Mais il y a l'autre partie des gens qui ont peut-être envie, mais n'ont pas les moyens pour transformer, laisser. Et puis, il y a les contraintes, vous connaissez mieux que moi, la contrainte financière. C'est-à-dire, est-ce que non seulement j'ai pas assez de réserves, mais est-ce que je vais avoir une banque qui va pouvoir m'aider dans ce financement? Il y a l'autre aspect aussi de la chose qui est l'accompagnement. Est-ce que quand je vais me lancer là-dedans, je vais être accompagné? Est-ce que le terrain va être balisé pour que la vie, elle est faite comme elle est? Je peux avoir une perte d'emploi, je peux avoir une séparation, enfin, la vie, quoi. Comment ça va se passer? Et donc, vous voyez très bien que tous ces éléments font que c'est pas l'alpha et l'oméga qui peut dire que l'accession à la propriété est la solution miracle qui va régler tout le problème. La question de fond, mais ça dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, revient à la même chose, c'est-à-dire c'est la question de la production. On ne peut dire qu'on va régler tous ces problèmes en ne mettant pas l'accent sur la production. Et ça nous amène un petit peu à se dire, moi j'ai entendu il y a 3 semaines je crois, dire qu'il faut créer
une rupture sur le fond et sur la méthode. Sur la méthode et sur le fond, je crois. Mais chiche, allons-y. mettons sur une table tout le monde, les bailleurs sociaux, pas que le pacte social, le pacte privé également, les SEM, les élus, mettons l'État étendu, les collectivités, mettons les représentants des salariés, des syndicats, du patronat, que tout le monde se mette sur la table, qu'on fasse 3 choses. 1, diagnostic, constat, on le partage. Deuxième chose, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire à court, moyen, long terme? Dernière chose importante, l'évaluation des choses. Parce que quand on pond des dispositifs, on empile les choses, sans pouvoir les évaluer, ça donne ce que nous avons là. Et dans quelques années, on reviendra ici, vous allez nous interviewer, on va parler de la même chose, et ça ne va pas faire avancer le Schimblick. Des indicateurs, il faut évaluer. Chiche, allons-y. Ouais. Alors, il y a une question assez marrante, je reste sur vous, puis après, Eric, je vais vous la poser. C'est speed dating, bourse au logement. Pourquoi ne pas simplement permettre aux locataires d'initier les échanges sous le contrôle du bailleur? C'est un petit peu, enfin, c'est un peu ça, c'est un peu cette idée-là, hein, finalement, qui est initiée dans votre échanger partir. Eric, une question pour vous, peut-être. L'impact de la gestion flux sur les mutations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus du flux des réservations? Est-ce que c'est une mesure qui permettrait de faciliter les mutations? Et plus globalement, hein, quelles sont les pratiques peut-être innovantes que vous avez vues ou des préconisations? Donc, on parlait de la commission tout à l'heure. Quels axes on peut développer pour favoriser ça, même si on ne peut pas inventer voilà, des choses quand la rotation est si faible? Alors, je peux pas... Aujourd'hui, ça fait une année au global d'expérimentation de la gestion en flux, donc c'est On n'a pas encore des retours assez un peu compliqué d'avoir un retour. En revanche, alors, la deuxième difficulté, c'est que je pense que c'est très différent d'un territoire à l'autre. Et que certains étaient déjà habitués à travailler en flux, d'autres découvrent. Simplement, ce que moi je vois dans les secteurs où j'agis, c'est que la gestion en flux, ça vient renforcer le moi-je et l'aspect individuel des objectifs de chacun, plus que l'effort et l'intérêt collectif de pouvoir bien loger un ensemble de gens. Mais je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de recul pour pouvoir parler. En tout cas, ça a le mérite de pouvoir mettre en avant les différents types de façon plus claire, les différentes attributions, à la fois par attributaire, mais aussi par type d'attribution. Ce que je voulais dire, c'est que... Est-ce qu'il y a alors, il y a une question sur les leviers que les bailleurs peuvent utiliser pour favoriser les mutations. Ça revient un petit peu à tout ce travail que vous faites, notamment avec la commission aussi qualité de service. Oui, parce que déjà, on peut prendre quand même un chiffre, c'est les 2,9 millions de demandes de logement aujourd'hui en France, dont à peu près 900 000 pour des demandes de mutation ou de parcours résidentiel. Comme on produit à peu près 100 000 logements neufs, plus auxquels on peut rajouter les rotations qui sont très faibles, plus tous ceux qui ont besoin d'un logement, vous voyez comment la tâche est extrêmement difficile. Énorme. Or, il ne faut pas qu'on oublie, et je pense que ça c'est le travail de la gestion commission politique de l'USH, et des gens qui y travaillent et que je salue, que je remercie, parce qu'ils sont extrêmement engagés pour les locataires et pour le bien loger des locataires et le bien vivre, pas simplement, et le bien vivre des habitants. C'est pas parce que la mission est non pas impossible mais extrêmement compliquée qu'il faut la perdre, et que le sujet du parcours résidentiel c'est un sujet majeur, et que donc les organismes ont donc décidé, enfin en tout cas ont travaillé ensemble dans le cadre de la commission en essayant de définir 4 axes finalement d'action. D'abord, se dire que le parcours résidentiel, et pas simplement parce que les mutations à l'intérieur du parc social, mais bien de façon globale. Donc, on parlait d'accession, on parlait peut-être même de logement locatif intermédiaire, j'ose employer ce terme, j'espère que ça va aller. En tout cas, de sortie vers le privé, où c'est tout cet ensemble, parce que comme on voit la production et les besoins, le parc social ne répondra pas à la totalité. Donc c'est bien d'avoir dans sa stratégie patrimoniale et de développement ou d'utilisation du parc existant, déjà, c'est de ne pas perdre le sujet du parcours résidentiel, qui peut permettre justement l'évolution de familles qui habitent au sein de notre parc.
Après que les organisations des bailleurs, et on y travaille beaucoup, dans chacun les organisations du bailleur, dans l'organisation des bailleurs et dans les process de travail, que ce sujet-là soit un sujet, là aussi, important, de ne surtout pas l'oublier, donc de l'inscrire, parce que parfois, au milieu de tout, on peut être dans loger les gens, mais le parcours résidentiel fait partie des axes et des process qu'on doit définir. Et quand je vois l'exemple à côté de Paris Habitat, c'est bien dans ces process. Et dans Donc c'est une activité vraiment, enfin une mission qu'il faut reconnaître en tant que telle. En quoi. tant que tel, tout à fait. On a un sujet où là on a un peu plus de mal et qui a été relevé et on a toujours un petit peu plus de difficultés, c'est la communication vis-à-vis des habitants qui attendent une mutation. Et qui n'ont pas de réponse et qui ne savent pas ce qu'il en est, Pas de c'est ça? réponse, souvent parce que nous-mêmes, Vous n'avez pas la réponse. on n'a pas la réponse immédiate et qu'elle arrive parfois, une opportunité qui se saisit, on l'a et on va le proposer. Mais c'est vrai que dans l'insatisfaction de ce qu'on peut entendre, c'est bah oui, mais j'ai demandé, ça fait 2 ans ou ça fait 1 an et j'ai pas de nouvelles. Et est-ce que vous traitez vraiment mon dossier? Donc c'est important, je pense, qu'on ait une communication beaucoup plus régulière dans nos process. Mais c'est un point très particulier. Même quand c'est pour dire j'ai pas encore la réponse. Quoi, oui, même s'il faut, Ouais. voilà, votre dossier, on ne l'oublie pas. En tout cas, qu'il y ait un retour, qu'il y ait un accusé-réception de la demande. Quoi. Et derrière, ça permet d'avoir aussi l'habitant qui soit, lui, en action. Et si jamais on peut trouver une solution en interbailleur, parce que je pense qu'il y a un sujet interbailleur, ce qui fait partie de la sensibilisation des parties prenantes, il y a des demandes de mutation au sein d'un parc, mais il y a aussi l'interbailleur, il y a aussi les autres attributaires, et de partager avec les autres le fait que le parcours résidentiel est important. Ça revient peut-être à votre question sur la gestion au flux, mais en tout cas, parce que finalement, loger quelqu'un qui a un besoin d'évoluer, de voir son habitat évoluer par une pièce de plus ou une pièce de moins, c'est quand même aussi libérer un logement qui va pouvoir servir à d'autres. Même si la difficulté, c'est que souvent, ceux qui demandent une mutation et les locataires, veulent la même chose. Souvent, la plupart souhaitent à peu près le même logement. Ben voilà, donc c'est en tout cas de le conserver et d'être, j'allais dire, que ça rentre dans nos façons d'agir au quotidien et dans nos esprits pour que toute opportunité, on pense à la saisir. D'être saisie. Face à toutes les obligations que nous avons de logement. Une de plus. Des locataires, des prioritaires, des DALO, des relogements, etc., etc. De ne pas les oublier et au contraire d'avoir ce réflexe. Cécile, il y a une question que vous avez abordée tout à l'heure en disant les seniors ils sortent du scope, mais finalement comment on peut accompagner dans la mobilité les seniors qui sous-occupent leur logement comme cette dame qu'on a vue. C'est important parce que bon, on sait qu'il y aura de plus en plus de seniors par les temps qui courent en France, donc c'est peut-être important aussi d'adapter ça, de libérer des places pour peut-être des familles comme on a vu vraiment dans le reportage. Comment on peut faire ça? On peut les aider, on peut... Oui, alors même s'ils ne sont pas évalués, si j'ai bien compris, sur l'occupation des logements, mais on peut quand même aller les questionner peut-être? Bah, c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est effectivement le choix que nous avons fait à Paris Habitat parce qu'on considérait que notre enjeu était plutôt de libérer des grands logements parce qu'il y avait des familles effectivement qui étaient dans des situations de difficultés importantes. Et donc on ne s'est pas restreint. Et on ne s'est pas tenu à la limite d'âge. Et effectivement, nous examinons toutes les situations et nous incitons avec des moyens d'accompagnement les personnes âgées à changer de logement. Je dirais que le principal levier, si c'est votre question, c'est le fait qu'on s'autorise à ça sort un peu des clous. En sous-occupation. C'est-à-dire qu'en fait, si on demande à une personne senior de laisser un logement de type 5 pour aller dans un logement de type 2, voire un studio auquel elle aurait droit compte tenu de sa composition familiale, on n'y arrivera pas en fait. Et elle nous opposera le fait que nous n'avons pas qu'elle n'a pas l'obligation de quitter son logement. En revanche, si on est dans une logique plutôt de dialogue où on essaie de comprendre quelle est
le logement dont la personne a besoin et qui pourrait l'inciter à libérer son type 5, et ben, voilà, après, on n'a plus qu'à accompagner les choses de façon très pragmatique. On revient sur la relation humaine et l'idée un petit peu de parler et de dialoguer avec le locataire. Et je dois dire que les choses, elles ne se font pas comme ça toutes seules. Et effectivement, on a pu voir que là, ce sont les locataires qui sont à l'initiative et c'est très important pour nous. Mais les initiatives des locataires ne fonctionneraient pas si derrière, il n'y avait pas tous les salariés de Paris Habitat qui sont mobilisés, et je leur rends hommage, pour l'accompagnement des ménages. Et puis, j'évoquais la petite expérimentation qu'on a faite sur la dalle des Olympiades. Ce sont les gardiens qui organisent ce rapprochement entre les locataires et qui leur disent, bah, écoutez, vous savez, vous auriez peut-être des possibilités d'échange. Ce qui revient à un élément du débat de tout à l'heure. Les gardiens, c'est important, c'est bien de le dire, mais à un moment donné, il faut avoir conscience de ce que veulent dire les chiffres. Pour Paris Habitat, la RLS, chaque année, ça correspond exactement à la masse salariale de la totalité de nos gardiens, et nous en avons plus de 1100. Donc, tenir l'ultra-proximité, tenir la qualité de service, si on continue à nous enlever nos recettes de loyer, il y a un moment, ça va coincer. Alors, une nouvelle question qui vient de tomber pendant que vous parliez, le coût des mutations. Le coût des mutations est-il un frein pour le bailleur? Ne pas les traiter ne coûte-t-il pas plus cher? Mais encore faut-il savoir comment les traiter. Je ne sais pas qui souhaite répondre à la volée, Cécile. Je peux enchaîner. Oui, effectivement, le coût de la mutation est important pour une simple et bonne raison, c'est que si les locataires ne changent pas de logement, on n'a pas besoin de remettre le logement en état. Bon, voilà. Donc, ça pourrait effectivement être un calcul. Alors nous, ce qu'on a fait à Paris Habitat pour s'éviter ce dilemme, c'est qu'on a prévu d'avancer avec les associations de locataires et avec l'ensemble des locataires concernés vers la réalisation de travaux dans les logements, y compris quand les ménages n'en changent pas, mais qu'ils sont occupants depuis plus de 40 ou 50 ans. Et donc c'est pas une économie. Faire une mutation, ça va bien. Norbert, franchement, peut-être pour... Est-ce qu'il y a des leviers pour accélérer cette accession à la propriété sociale, côté social? Je vais reprendre, si tu me le permets Alain, ton mot chiche. Chiche. Rupture, chiche. Chiche, exactement. La première des ruptures, c'est de parler de logement, de construction. Parler du verbe construire. Salon des maires en Ile-de-France du mois de juin, pas une seule table ronde sur le logement. On est à 6 mois des élections municipales et on n'ose pas parler logement. On n'ose pas parler de construction. C'est pas bien, on est dans une société qui est en train de partir dans quelque chose de décroissance. On veut bien plus de logements, mais pas à côté de chez soi. On ne veut pas être dérangé par les nouveaux voisins, par les nouveaux logements. Donc, donc ça veut dire que vous incitez les futurs nouveaux maires à se saisir de ça, ou même dans la campagne qui est... On va commencer par la campagne. Et donc, à nous aussi, en tant que citoyens, d'être responsables. On a un petit dessin, Norbert d'ailleurs, c'est vous. Il y a un sentiment de déclassement dans la société française. Vous en parliez tout à l'heure avec un monsieur qui balade son chien en disant « Fini les 30 glorieuses, adieu la propriété ». Vaste sujet. Mais... Les maires, alors, est-ce que la campagne, déjà, vous disiez chaque chose en son temps, campagne municipale d'abord. Voilà, mais déjà, construire un logement, ça veut dire créer de la richesse dans le pays. Enfin, excusez-moi d'être un peu terre à terre, mais je pense qu'on ne le dit pas assez. Quand je fais une opération... On l'a dit déjà un peu ce matin, que ça a stimulé... quand je fais 50 logements dans une ville, je crée 5 millions d'activités économiques par an sur 2 ans. C'est pas rien. Ces 5 millions, c'est destiné à quoi? À des sociétés locales, parce qu'en général, quand on fait un chantier, on emploie les sociétés locales, on travaille avec des entreprises françaises, avec des produits français. Et qu'est-ce que ça fait quand on construit des logements? On fait de l'emploi et on irrigue aussi toute l'économie locale. Et quand on va dans nos territoires, il n'y a pas que Marseille ou il n'y a pas que l'Île-de-France, mais notre vrai sujet dans les territoires, c'est qu'on n'a plus de commerce. Et si on veut irriguer le commerce, il faut construire des logements. Parce que construire des logements va faire venir une nouvelle population et va créer de l'activité économique. Donc à nous, en tant que citoyens, dans les prochains mois, à essayer de mettre ce sujet sur la table. Deuxième point, une fois que... Parce que je le dis, mais je le crois quand même, vous voyez bien que je ne suis pas forcément convaincu de ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, un maire qui parle de construire des logements, c'est plutôt un maire battu qu'un maire élu. Mais demain, mesdames, messieurs les élus, quand vous serez élus, délivrez les permis de construire.
Ne reportez pas à 1 an, 2 ans, 3 ans les nouveaux projets parce que vous venez d'être élu en disant on refait une majorité, il faut qu'on repense la ville. La ville, elle est conçue par des plans d'urbanisme. Respectons-les, avancez, délivrez des permis de construire. Et le troisième point, parce que je prêche pour ma paroisse et pour la nôtre, on est là. On n'est pas la 5e roue du carrosse. On n'est pas derrière les promoteurs. On fait du locatif, ok, on fait de l'accession, on fait du LLI, merci Eric de l'avoir rappelé. On est aussi aménageur, certains bailleurs sociaux sont aménageurs. Et on est là, ça fait 100 ans que le groupe Gambetta existe. La plupart des sociétés présentes ici, vous êtes là depuis 50, 60 ans. Et je vais reprendre une formule chère à notre président de la République. On sera là jusqu'au bout, on vous livrera les logements, quoi qu'il en coûte. Très bien, c'est entendu. Et puis le message est passé pour la campagne, donc pour les candidats aux élections, et puis pour les maires qui seront élus, c'est action, rupture et action, on va dire. Peut-être Éric Pinatel, d'ailleurs, il y a c'est même pas une question, c'est une affirmation. L'accompagnement est essentiel pour une démarche volontaire de mutation. On en parlait tout à l'heure pour les seniors, vous en parliez Alain Miss. On arrive au bout de notre plénière, mais peut-être un mot de conclusion. On a parlé d'incitation plutôt que d'obligation, on a parlé de diagnostic, d'évaluer un petit peu les situations des uns et des autres, parfois d'accéder à la propriété quand c'est possible. Qu'est-ce que vous retenez sur... qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quel vœu vous formuleriez pour accompagner ces demandes de mutation? Le vœu, c'est surtout de ne pas, justement, face aux difficultés, de rester extrêmement focus sur cet enjeu. On baisse pas les bras, quoi. On baisse pas les bras, et c'est pas simple, parce que, comme je le disais, il y a énormément d'attentes, et dans un contexte où le logement, enfin la production de logement est à son point le plus faible. D'ailleurs, j'entends de plus en plus certains dire, de toute façon, comme la population va baisser, on n'a pas besoin de logement, de produire plus de logements. Mauvais calcul. Je ne sais pas comment on va passer la crise des 20 prochaines années malgré tout. Hein. C'est comme si vous avez faim maintenant, c'est pas grave parce que dans 3 ans, ça ira, vous pourrez manger. Donc je pense qu'il faut surtout, parce que c'est une façon, comme le disait Cécile au départ, c'est de la qualité de service, et c'est dans notre ADN de connaître nos habitants. Et finalement, l'accompagnement que l'on met en place dès qu'il y a un sujet, parce que là on parle de parcours résidentiel, mais une difficulté de vie, c'est aussi du parcours résidentiel finalement. J'ai un problème de travail, j'ai besoin de changer parce que j'ai aussi des difficultés qui font que ma situation personnelle a changé. Tout cet accompagnement, il est déjà fortement présent. Et donc, le sujet de ce parcours résidentiel qui est tellement... Si on pouvait se dire, on réussit, une famille qui rentre chez nous va pouvoir avoir un parcours résidentiel qui correspond à son bien logé tout au long de sa vie, y compris en dehors de chez nous ensuite, c'est aussi une bonne chose, c'est quand même ce qu'il y a pour moi de plus important. C'est ça notre vraie réussite et notre vraie mission. C'est ce qu'il faut viser. Ben, merci beaucoup. Merci à vous 4 pour cette exploration approfondie de toutes ces problématiques. Alors, une précision sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer. L'Union sociale pour l'habitat a publié récemment des ressources. Vous allez voir ça affiché à l'écran. Vous les retrouvez sur le stand des publications de l'Union ou bien sur le site internet, évidemment, de l'USH. Un cahier repère sur accompagner les demandes de mutation des locataires et un autre qui traite des relations de voisinage. Merci beaucoup à vous tous. On voit s'afficher un petit peu le résumé de 100 mutations, 1000 mutations par an. On voit un petit peu le résumé. Par ici, je vous en prie, vous aurez l'occasion de voir tous les dessins qui sont proposés par Fanny Didou, qu'on retrouvera demain pour nos plénières.